Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que j'ai lancé une page de soutien pour le podcast sur le site Tipeee. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, je réalise ce podcast bénévolement depuis maintenant quelques années. Donc si vous appréciez Fragile et que vous voulez me donner un coup de pouce pour poursuivre l'aventure, sachez que votre soutien est très précieux. Ça m'aidera notamment à financer les frais de production et ça me permettra aussi de vous proposer plus sereinement de nouvelles rencontres insulaires. Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, je vous propose de poursuivre votre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être, dans l'esprit de ses fondateurs, une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Protégé par son identité multiple, naturiste et militaire, le Levant est aussi une réserve naturelle dotée d'un patrimoine exceptionnel. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule. Puis de séjour en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Bonjour Naomi. Bonjour Ingrid. Tu es une enfant de l'île, ta famille est installée au Levant depuis 4 générations. Ton arrière-grand-père, originaire de Marseille, est devenu transporteur officiel de la ligne maritime entre Hyères et le Levant en 1946 et tes arrière-grands-parents s'installent au Levant en 1947. Ton arrière-grand-père deviendra ensuite correspondant des vedettes des îles d'Or. Tes grands-parents et tes parents, oncles et tantes dans leur lignée, ont passé une grande partie de leur vie ici, tenant différents commerces essentiels sur l'île, l'épicerie et la boulangerie entre autres. Tu as 29 ans ? Oui, c'est ça. Tu vas avoir 29 ans. Tu as grandi sur l'île dans les années 90 et tu travailles aujourd'hui à la Villa Noailles, centre d'art d'intérêt national à l'origine de nombreuses expositions, festivals et ateliers tout au long de l'année. Avant de nous parler de ton parcours, est-ce que tu pourrais raconter l'histoire de tes arrière-grands-parents, leur arrivée ici, préciser peut-être un peu les grandes lignes que j'ai essayé de tracer, puis nous expliquer comment tes grands-parents puis tes parents sont devenus commerçants sur l'île. Alors du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon grand-père était originaire de Marseille. Il y a la tante de mon grand-père, Madame Reigne, qui était la sœur de son père, qui est arrivée sur l'île et qui est devenue propriétaire de 3 maisons dans laquelle on habite encore aujourd'hui, dans laquelle habitaient ma mère et mon père, puis ma mère toute seule et depuis du coup moi, quand je suis pas ailleurs bien sûr, quand je suis au Levant. Le père de mon grand-père, devient officiellement donc transporteur de la ligne maritime. Puis ensuite, mon grand-père va rencontrer ma grand-mère. Ils vont s'installer sur l'île et reprendre l'épicerie. Ils ont tenu l'épicerie pendant quasiment un demi-siècle. D'abord mes arrière-grands-parents, puis mes grands-parents, puis ensuite Stéphane et Valérie, mon oncle et ma tante. Donc ta maman a grandi sur l'île, elle y est allée à l'école ? Oui, elle y est allée à l'école. Et puis ensuite, elle a fini par travailler dans le commerce dès son adolescence, en quelque sorte, dans l'épicerie levantine chez mes grands-parents, à faire des saisons, l'été. Très tôt, elle a commencé à travailler tôt. Elle a commencé à travailler jeune. Mon grand-père, il nous a tous appris à travailler jeune. Et comment il se rencontre avec ton papa ? Mon papa, il est arrivé à l'île du Levant en 1983. Il avait 19 ans, il a fui Paris. Il est arrivé un petit peu par hasard à l'île du Levant, il est arrivé en stop. Il était punk à l'époque, il avait une crête sur la tête. Il est arrivé en plein mois de novembre. Il a tout de suite été adopté par les anciens et ceux qui tenaient un petit peu l'île l'hiver. Donc il a commencé par trouver du travail alimentaire, faire des petits chantiers. Et la saison arrivant, il a commencé à travailler à l'épicerie de mes grands-parents. Il s'est fait embaucher à l'épicerie levantine. Et donc c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère chez mes grands-parents à l'épicerie. Et il connaissait l'île du Levant avant ou pas vraiment il est atterri là C'était vraiment un hasard. Un hasard complet.
Arriver par hasard au Levant, c'est quand même assez... stop, en étant punk, c'est clair. Avec un Iroquois sur la tête. C'était pas tout à fait commun. Et depuis, il est jamais parti. Il est arrivé quand il avait 19 ans. Ouais. Et je crois que dans 2 ans, il va avoir 60 ans. Et il est jamais parti. Il a jamais habité sur la côte avec ma mère. Du coup, nous, on se le dira plus tard, mais on a été amenés à habiter sur le continent pour que je puisse aller à l'école, le collège, le lycée, tout ça. Mais papa est toujours resté habité sur l'île, été comme hiver. C'était nous qui lui rendions visite plus souvent que ce que lui nous rendait visite. Ouais, bah alors ça, on en parlera parce que justement, c'est assez, je dirais, c'est assez singulier aussi comme façon de grandir. Mais en même temps, t'avais pas vraiment le choix parce que l'école, c'était de l'autre côté. Mais on va y venir. Toi, Naomi, tu vois le jour en 1993. C'était comment de grandir sur l'île dans les années 90-2000 ? C'était chambé, comme on dit nous. C'était vraiment trop bien. Moi, j'ai été à l'école là-bas. On avait une liberté bien différente, bien sûr, de celle sur le continent. On n'était pas beaucoup d'enfants sur l'île, donc se créent vite des liens de solidarité et d'affection profonde parce que justement reliés par l'insularité, les conditions particulières. À l'école, on était plusieurs niveaux différents dans la même classe. Tu te souviens de combien d'enfants vous étiez ? Je crois que moi, j'ai connu des époques où on était 6, 5. Peut-être que j'ai connu une époque où on n'était plus que 3 à un moment. Et on était toutes sections confondues dans la même classe. Donc effectivement, c'est un petit peu l'école de la vie. C'était vraiment un enseignement riche et différent de partout ailleurs. C'était enseigné différemment d'ailleurs. Est-ce que vous aviez des temps peut-être plus en proximité avec la nature ou pas particulièrement ? Il me semble quand même qu'on faisait pas mal d'activités dehors. Ben là, de toute façon, il suffit d'ouvrir la porte de l'école et de dire c'est la récréation, revenez dans 20 minutes. Mais bien sûr, le fait aussi de tout simplement pour pédagogiquement d'être plusieurs âges dans la même classe. Je me souviens pas exactement de comment l'enseignant faisait, mais il y avait des temps pour chacun, mais tout le monde était aussi inévitablement obligé d'entendre ce qui se passait pour les plus grands, d'entendre ce qui se passait pour les plus petits. Donc je pense que oui, c'était vraiment différent de l'enseignement classique à l'école. Tu as eu plusieurs instits ? Ouais, je crois que j'ai eu plusieurs instits. Il me semble me souvenir de 3 différents. J'ai dû en avoir 3 d'ailleurs. Oui, je pense. Et en dehors de l'école, est-ce que tu te souviens des jeux d'enfants que tu avais sur l'île ? Ouais, je crois qu'on jouait ça bizarrement. On jouait un peu comme... Non, pas bizarrement d'ailleurs, normalement. On jouait un peu comme partout ailleurs. On jouait beaucoup au ballon. On faisait beaucoup de balades. Ça, je me souviens qu'avec l'école, il y avait pas mal de sorties dans le sentier nature, la découverte de la flore, de la faune, de tout ce qu'il y avait autour de nous. Je me souviens quand même que oui, c'était plutôt axé sur la nature. Les petits spectacles de fin d'année, les petites chorégraphies dans la cour de l'école, enfin dans le petit jardin de l'école et tout. On avait pas mal d'activités en lien avec la nature, ouais, bien sûr. T'as des frères et sœurs ou pas, Naomi ? Non, pas du tout. Je suis fille unique. Donc oui, en quelque sorte, peut-être que les enfants aussi autour de toi ont contribué à te constituer une petite famille. Ouais. Comme un peu tous des cousins. J'ai des cousins. Mon petit cousin Noah, qui a 22 ans, lui, il est allé à l'école. Au Levant aussi. Ouais. Donc moi, je me souviens aussi de quand moi, j'étais plus à l'école, mais que je le voyais, lui, y être, et donc passer par ces moments que moi aussi, j'avais vécu. Lui aussi, il a fait les petits spectacles de fin d'année dans le petit jardin de l'école. C'est des bons souvenirs. J'imagine. Du coup, il n'y a plus d'école depuis, je crois, 2007. Je crois que c'est en 2007 que l'école a fermé. Ça a été difficile pour les habitants de cette fermeture de l'école. Et je pense que ça a été difficile sur le coup, et ça l'est encore plus maintenant. Ces dernières années, il y a eu pas mal d'enfants qui sont nés, il y a pas mal d'enfants en bas âge. L'école, c'est aussi devenu une question. Il me semble, il y a une famille l'année dernière où il y a 2 ou 3 ans qui est plus ou moins partie de l'île, parce que du coup, effectivement, pas tout le monde a les moyens peut-être d'avoir un pied-à-terre sur la côte. L'internat, c'est pas toujours facile. Et voilà, mine de rien, la vie continue au Levant. Il y a des enfants qui sont nés. Tu nous as vus avec Andrea, qui vient d'avoir un enfant. Pour l'instant, elle est salariée du syndicat. Son conjoint aussi. Ils ont plutôt vocation à rester sur l'île. Et alors que Isia vient de naître, ils se posent déjà les questions de comment est-ce qu'on va faire, comment on va procéder. Donc, je pense que l'école, c'est un vrai questionnement
Pour que les familles s'installent, c'est exactement, quand même pour que l'île continue de vivre, qu'il y ait aussi des jeunes qui aient envie de s'installer, qu'il y ait une population dynamique, qu'il y ait les moyens de rester là. L'école, c'est un vrai moyen de pouvoir continuer sa vie et rester à l'année, l'hiver au Levant. Et c'est ça qui fait vivre l'île aussi. Et complètement. Il y a des solutions qui sont envisagées. Alors j'entendais, mais a priori, c'est pas un projet qui semble viable pour les insulaires, cette idée des Levantins et des Porquerolles qui iraient à Porquerolles. Ouais, il y avait eu ça. Je crois qu'une année aussi, il était question peut-être de mettre une navette entre le Levant et Porquerolles pour que les enfants aient l'école à Porquerolles. Je crois que ça n'a jamais marché. De toute façon, les navettes, l'hiver, il n'y en a pas tous les jours. Ça obligerait une liaison continue pour, mine de rien, pas énormément d'enfants non plus. C'est pas 30 enfants. Ouais. Donc, je crois que pour l'instant, on est un peu au point mort sur l'école et je sais pas du tout où en sont les avancées qui pourraient être faites. Mais en tout cas, c'est un sujet, c'est oui. sûr. Ton grand-père, Naomi, cite un Porquerolais, Éric Nani, dans un des numéros des Cahiers du Levant intitulé « Jean du Levant ». Il dit « Les îles, nous leur sommes redevables du fond même de notre caractère, de la forme même de notre existence spirituelle. Nous sommes leur œuvre. » Est-ce que tu penses que grandir au Levant a pu influencer ton rapport au monde et aux autres ? Et si oui, dans quel sens ? Ouais, je pense que tous les jeunes maintenant, on pourrait tous s'asseoir autour d'une table et en parler, du moins avec ma génération à moi. Tous les jeunes qu'on est dans notre bande, je pense qu'effectivement, ouais, d'avoir grandi au Levant, ça a changé notre appréhension des autres, notre appréhension du continent, d'avoir été à l'école comme ça, proches les uns des autres, d'avoir partagé aussi l'insularité. C'est pas toujours facile, on n'a pas toujours le même confort que tout le monde, les mêmes activités. Moi, je sais par exemple que à un moment donné, quand mes parents ils ont voulu que j'aille un petit peu à l'école sur la côte, c'était aussi pour avoir une émulsion avec les autres enfants, pour faire des activités. C'est aussi l'insularité, ça nous met en face de certaines choses que les autres enfants sur le continent n'ont pas. Effectivement, un rapport à la nature, on est des contemplatifs. Au Levant, on vit au rythme du vent, des saisons qui passent, de la mer, du soleil. C'était ça aussi, d'ailleurs, un peu l'esprit des Durville. C'était pas que le naturisme, la nudité, c'était un agrément, mais c'était pas forcément ça la base de la base. C'était aussi de profiter de la nature, d'être en lien avec tout ça et voilà, de la contempler en permanence, d'en profiter, de jouir de tout ça de manière continue au fil des saisons. Les gens qui viennent en vacances l'été, ils restent, je sais pas, 3 semaines, 1 mois et tout, mais le Levant a plein de facettes, l'hiver, l'automne, le printemps, et quand on était des enfants d'ici, on avait l'habitude de voir ça vraiment et de voir les années passer, d'avoir ce sentiment de solidarité aussi, parce qu'il y a ça sur les îles, on est tous très proches, on se voit dans la même journée, tu peux croiser 3 fois la même personne, 4 fois la même personne, ce qui n'est pas le cas ailleurs ou pour les autres enfants, et donc effectivement, ça crée forcément un lien de solidarité, de fraternité. On sait aussi qu'on appartient tous au même endroit. Ça a un côté vraiment rassurant et réconfortant. Voilà, exactement. Et du coup, il y a quand même toute une appartenance qui fait que c'est bien sûr que de grandir au Levant, c'est différent de grandir sur la côte. On a aussi une vie originale. C'est quand même chouette de prendre le bateau tous les vendredis soirs pour quand tu commences à aller à l'école sur le continent, de prendre le bateau le vendredi soir pour aller sur l'île, reprendre le bateau le dimanche soir. C'est une vie quand même. Je me rappelle que ma mère, elle se forçait souvent à nous le dire. C'est une vie cool, quoi. Des fois, elle essayait de nous dire on est content que vous quand en même. ayez conscience, en Exactement. fait. Mais oui, on est content de voir le soleil se coucher de notre maison le soir, de faire un feu de bois, d'aller se balader, de pouvoir croiser personne. L'hiver, au Levant, là, tu peux aller te balader pendant 4 heures, tu croiseras personne. Ça sent bon, l'air frais, il n'y a pas de voiture, pas de pollution auditive, il n'y a aucun bruit. Enfin, c'est vraiment, il y a des gens qui vont en vacances à des kilomètres pour profiter de ça. Et nous, on a la chance de faire 50 minutes de bateau et de se retrouver là-bas et d'être
vraiment totalement déconnecté du reste du monde. Donc tu dirais oui, j'entends bien la solidarité, la fraternité, la connexion totale à la nature, et puis peut-être une certaine forme aussi enfant, peut-être dont tu as pris conscience après, parce que comme tu le disais, ta maman peut-être vous mettait un peu devant les yeux la chance que vous aviez, parce que quand on a grandi dedans, on s'aperçoit pas forcément de cette chance, mais aussi d'une une forme de simplicité, comme dirait les Durville, une forme de rusticité, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire sans être pollué par le brouhaha du monde. Exactement. Et l'agressivité du monde, peut-être. La période où on s'est le plus rendu compte de ça, c'est le confinement. Il y a eu le confinement il y a 2 ans, je crois, du coup, maintenant. Ouais. Et on s'est retrouvés là-bas pendant le confinement. Et en fait, au début, on se disait... oh là là, combien de temps ça va durer et tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte après coup que pour nous, le confinement, il avait été une période géniale. Enfin, c'était comme des vacances sans vacances. À la fois, tout le monde était plongé dans une situation un peu bouleversante. Et il était pourtant tellement réconfortant d'être au Levant, d'être dans son cocon. Oui. Et du coup, je sais que tu as interviewé précédemment Pascale Carrels. Pascale Carrels, elle a perdu sa maman il y a quelques années et elle a écrit un petit adage qui correspond merveilleusement bien à ce qu'on vit ici au Levant. Elle a écrit sur les réseaux sociaux un petit texte qui disait « Sur cette île belle et difficile où nous croyons toujours manquer de quelque chose, mais où l'essentiel nous inonde de sa lumière. » Et on a lu ce petit texte entre nous et on s'est dit « C'est vachement réel avec ce qu'on vit ici. » Nous, en plus, on est un peu la génération, le Wi-Fi, le téléphone portable, le shopping, les commandes en ligne et tout. Et on s'est retrouvés au Levant et c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il nous manque un truc. Dès que quelqu'un va sur le continent, tu lui dis « Oh, ramène-moi ça ». Voilà, une espèce de forme de manque de quelque chose parce que c'est pas la ville, c'est pas forcément la vie 2.0. Il y a pas le Wi-Fi partout, ton téléphone ne capte pas partout et tout ça. Alors qu'en fait, finalement, c'est ce qu'on s'est rendu compte pendant le confinement, malgré que les épiceries soient pas ouvertes tous les jours, qu'il n'y ait pas de bateau, qu'on puisse pas faire de réunions entre nous, les uns les autres et tout. Mais finalement, on avait quand même l'essentiel et que vous avez... Presque quand c'est terminé, on avait une petite forme déjà de nostalgie en se disant « Ah bon, bah vraiment, on doit tous retourner à nos vies. C'était pas si mal que ça, le confinement. » Et je pense que le confinement, peut-être, a fait encore plus prendre conscience alors aux insulaires et peut-être d'autres personnes aussi dans des endroits retirés d'une certaine situation privilégiée, parce que pour le coup vous aviez tout ce que les autres n'avaient pas, enfin en tout cas tout ce que les citadins recherchaient à ce moment-là, qui était la nature, le kilomètre. On avait de la chance d'avoir ça à portée de... On est allé à la pêche, on faisait jamais ça avant et là on s'est dit bah tiens, ma colocataire Marion du coup qui a décidé, moi je continue d'habiter ici à Hyères parce que du coup je travaille à la Villa Noailles, ma colocataire depuis 1 an, elle a décidé d'aller tenter l'expérience d'habiter une année entière l'hiver au Levant. Ouais. Et du coup, elle s'est lancée dans la pêche. Donc, elle a fait un mois d'essai avec les pêcheurs l'année dernière, en octobre ou en novembre, je crois. Ça a tout de suite matché. Et en fait, un soir, on s'est rappelé de ça. On s'est dit, mais attends, mais ton intérêt pour la pêche, si on repense bien le truc, il est venu qu'un jour, on était tous les 3 au confinement avec papa et qu'on s'est dit... on n'a plus rien à manger là et le bazar où je sais plus, l'épicerie réouvre plus jusqu'à vendredi. Puis mon père nous avait lancé en rigolant, si vous voulez vraiment manger quelque chose, on n'a qu'à prendre 3 cannes à pêche et aller chercher les poissons. Et ça a marché. Et merci le confinement. Merci le confinement parce que elle a totalement changé de métier. Elle n'était pas du tout partie pour faire ça. Et donc voilà, mine de rien, c'est quand même au moment du confinement qu'elle s'est découvert que la pêche, en fait, c'était trop cool. Et du coup, elle travaille avec les chevaliers. Elle a travaillé avec Brigitte et Christophe. Et là, cet hiver, elle arrête pour pouvoir passer le 2e niveau de sa formation. Du coup, elle a déjà fait sa navigation suffisante avec les pêcheurs. Elle a fait aussi son dernier mois de stage avec Sylvain Poirier, qui était le pêcheur du Lavandou. Il part à la retraite, il me semble, là, à la fin du mois de septembre. Donc, elle a fait un mois, pas de stage, mais de travail avec lui pour que, voilà, avant qu'il parte à la retraite, elle prenne aussi des petits tips et un petit apprentissage avec lui. Donc là, cet hiver, elle va faire la 2e partie de sa formation et après... vogue la galère. Ah, super. Alors, merci le confinement. Et puis, chouette pour la transmission de Levantin à Levantin. Ça, c'est vraiment bien. Tu me disais que tu refusais de partir en colonie de vacances loin de l'île, enfant, et que c'est
c'était ton 28e été sur l'île cette année. Autrement dit que tu n'en as passé aucun autre ailleurs. Comment tu expliques cet attachement qu'on entend vraiment quand on t'écoute, Naomi, quasi viscéral à cet endroit? Alors en plus, je pense que tout particulièrement l'été, surtout à la période où on était là, en étant jeune et tout, ça correspond vraiment à les vacances, la liberté et tout ça. Donc l'été, moi je sais que j'ai jamais eu envie de le passer ailleurs. C'est aussi le reste de l'année quand même, quand on y vient, c'est une vie assez solitaire. Tu as des copains, mais peu de copains, alors que là, l'été, c'est vraiment le moment où on se retrouve tous, c'est la période de vacances de tout le monde. Moi, j'ai des copines d'enfance qui habitent à Paris, qui habitent plus loin et tout, c'est vraiment juillet, août, on se retrouve sur l'île, on sait que les festivités s'enchaînent, on reste quand même jeune, donc c'est cool de sortir, de faire la fête l'été et tout, et d'être dans cet endroit-là. Ouais, non, moi, j'ai jamais voulu partir en vacances ailleurs, le continent, ça me rend presque malade en plein été, au mois de juillet et d'août, les voitures et tout, je trouve ça si cool, et c'est ça aussi qui fait qu'on a ce lien un petit peu différent d'ailleurs et tout, d'être amis de vacances comme ça depuis des années. Maintenant, on se voit aussi en dehors de l'île, à d'autres endroits. On a tous créé des amitiés en lien avec l'endroit qui perdurent dans le temps, et donc il est excitant et réjouissant d'arriver l'été, parce qu'on sait aussi qu'on va se retrouver, que l'ambiance estivale, elle est comparable à nulle part ailleurs. On voit le soleil se coucher, on se baigne tous les jours. Enfin, c'est vraiment super agréable. C'est des vacances, t'as pas envie d'aller ailleurs, quoi. C'est pas ça. possible. Tu retrouves tes amis dans un endroit que tu aimes, donc aucune raison d'aller ailleurs. Après ton école primaire au Levant, tu dois quitter l'île pour aller au collège. Comment ça se passe à cette période? Comment vous vous organisez familialement? T'étais interne? Non, moi je crois que ma mère, elle a pas trop voulu l'internat. J'étais sûrement pas assez sage pour aller à l'internat. Du coup, avec mon père, ils ont tout de suite décidé de faire ce système. Donc, c'est-à-dire de prendre une petite dépendance sur la côte pendant la période vraiment scolaire. Et on habitait un petit studio et on faisait donc les allers-retours. Je crois que mon père, il venait une fois dans la semaine, le mercredi soir par exemple. Et nous, on allait le vendredi soir, et donc le samedi et le dimanche, et toutes les vacances scolaires au Levant. Ta maman, du coup, travaillait à Hyères à ce moment-là? À un moment, elle a travaillé à Hyères, elle a tenu un commerce à Hyères, et après, sinon, le reste du temps, elle travaillait au Levant les saisons, mais elle travaillait pas quand on était sur le continent. C'était pas trop compliqué. Bon, il y avait un petit côté, tout à l'heure, tu disais les traversées, le week-end. On sentait un petit peu un côté aventure. Oui, qui était cool, ouais. Donc, oui, ça, tu l'as bien vécu. Oui, ça a je l'ai été, bien vécu. Je n'ai pas le souvenir que le week-end, j'étais triste de pas rester sur la... Et puis après, quand j'ai commencé à être grande, s'il y avait des week-ends, bien sûr, je voulais rester sur la côte pour faire des trucs avec les copines et tout. C'était tout à fait possible, mais je crois que quand même ce que je préférais, ça restait toujours aller au Levant le week-end. Je crois que c'était mon truc préféré. Le pôle d'attraction. Exactement. Après ton bac, tu pars à Paris pour suivre des études en sciences du langage et de la communication. Comment tu vis cet éloignement avec l'île? Au début, moi j'ai adoré, j'avais trop envie de partir vivre à Paris depuis longtemps, enfin ce qu'on est quand on est jeune, quoi, vers 16, 17, 18 ans, c'était trop waouh, la capitale et tout, donc moi j'étais trop contente de partir habiter à Paris. Je savais que la fac, j'étais pas trop sûre que ça matche, que ça allait trop durer, mais je me disais bon, une fois là-bas, je vais bien trouver un plan. Finalement, ce qui s'est passé, parce que je suis restée à la fac une année seulement, donc j'ai vite trouvé un autre plan, mais j'avais quand même la chance de pouvoir revenir. Je crois que je redescendais 2 ou 3 fois par an, et puis dans tous les cas, je savais que l'été, même en habitant à Paris, je redescendais ou juillet-août ou juin-juillet-août, donc je savais que dans tous les cas, il y avait au moins 3 mois de l'année que je passais à l'île du Levant, et j'étais aussi un petit peu contente sur le coup de partir de Hyères. Voilà, ça me faisait changer d'air, c'était trop bien de découvrir la capitale. Mon père était parisien, donc dans la famille, on avait quand même une petite culture de Paris. On est fan de foot, on adore le Paris Saint-Germain. C'était le Graal d'être à Paris et de pouvoir aller voir des matchs. Et donc, j'ai adoré l'expérience à Paris. Et après, quand je suis revenue vivre ici et que j'ai recommencé à aller au Levant plus souvent, c'est-à-dire le week-end, le dimanche quand il fait beau et tout, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, c'est dingue que durant
durant mes 4 ans à Paris, ça m'est pas plus manqué finalement. Que je me sois pas plus dit, mais peut-être que voilà, c'était une période, on était jeunes. Dans l'effervescence. Et puis voilà, c'est ça, Paris, c'est tellement intense, rapide et tout, que j'avais peut-être pas le temps de me poser la question, mais finalement, une fois rentrée ici, je me disais, quand même, j'aurais pas pu rester vivre à Paris autant de temps, à moins de redescendre 2 fois par mois, mais c'est aussi très, très compliqué. Ouais, bien sûr. Mais à aucun moment, t'as ressenti la brutalité de la ville, toi qui as grandi quand même au contact de la nature. Non, tu l'as vécu vraiment comme quelque chose de stimulant, d'effervescent. Je crois que maman, elle disait souvent que le fait d'avoir grandi au Levant, on avait une bonne capacité d'adaptation. Je me rappelle l'entendre dire ça assez souvent. Et je pense que c'est vrai aussi, le fait, bien sûr, qu'on ait grandi dans la tolérance de chacun, qu'on te montre vite qu'est-ce que c'est le naturisme, qu'est-ce que c'est autrui, comment on regarde l'autre d'une manière normale et pas d'une manière chelou. Et en dehors de ça, il y avait aussi ce truc de la capacité d'adaptation, et je pense que c'est vrai parce que c'est encore valable dans ma vie d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on s'adapte, on n'est pas des sauvages quoi. Des fois les gens ils se disent oh là là, l'île là-bas et tout, on n'est pas du tout sauvages, au contraire. Mais ça c'est hyper intéressant parce que ça tient certainement de l'identité naturiste, et en tout cas du message naturiste qui est, comme tu l'expliques bien, le respect de soi, le respect des autres, la tolérance, et donc qui peut-être pas, alors je dis pas que c'est pas le propre des autres îles, mais peut-être qu'il s'est encore plus développé au Levant, et que c'est ce qui permet peut-être cette capacité d'adaptation. J'ai pas du tout ressenti l'oppression de la ville ou tout ça. Non, je me suis dit c'était cool, c'était aux antipodes un petit peu de ce que j'avais vécu, ce qui était mes fondements de base. Du coup, je trouvais cool aussi de découvrir aussi. Ça. Et puis t'étais aussi dans une optique de curiosité. Exactement, c'était pas subi, t'avais envie de quoi. Découverte et tout, bien sûr, oui. En 2016, tu décides néanmoins de rentrer à Hyères. Qu'est-ce qui t'incite à revenir J'habitais à Paris, malheureusement dans un des quartiers où il y a eu les attentats. L'endroit où on habitait a été touché plutôt de près. On était dans une période un peu de transition à Paris. J'avais besoin de passer mon permis de conduire. Ma colocataire, elle trouvait pas de stage à Paris. Et dans cette ambiance un peu de fin d'année assez lourde avec les circonstances et tout ça, on a décidé de rentrer habiter à Hyères. On s'est retrouvés après 4 ans et demi de Paris en plein mois de janvier à Hyères. Ça fait un petit peu un choc. Mais pareil, toujours la capacité d'adaptation. Il y avait des moments où je faisais ma valise le soir, je disais non mais là je rentre à Paris, c'est impossible, tout est fermé, c'est quoi cette ville? Et puis en fait après je me suis dit non, ça va, il y a une qualité de vie ici incroyable, il y a des plaisirs gratuits, il y a l'île qui est proche, le Levant qui est proche, il y a ma famille qui est ici, il y a un cadre de vie qui est bien différent de Paris. Donc non, il y avait plein de bons côtés finalement, la colonne des pour et contre. Même si maintenant, quand je retourne encore un peu trop à Paris, des fois ça me rend un peu nostalgique. Plus je reste longtemps, plus je me dis quand même, on y était bien. Mais en fait non, ici quand même on peut... Enfin, le sud c'est quand même... C'est cool. Du coup, à Paris, tu commences un parcours dans l'événementiel, si je ne me trompe pas. Quand tu rentres, tu poursuis dans cette voie-là quand tu rentres à Hyères? Quand je rentre à Hyères, au début, je travaille dans un petit restaurant italien. Et après, j'ai rapidement postulé à la Villa Noailles. Et je crois que pas longtemps après être rentrée, j'ai commencé à bosser à la Villa Noailles. Oui, je crois que c'est en 2018 que tu postules à la Villa Noailles. Qu'est-ce qui t'encourage à postuler? Tu as déjà un intérêt pour l'art à l'époque, ou c'est un endroit que tu connaissais, peut-être où tu allais? C'est un endroit que je connaissais parce que j'étais une enfant de Hyères. J'ai fait les activités, le Festival des enfants, les activités à l'année que propose la Villa Noailles. J'avais fait un stage aussi à la Villa Noailles, je crois, en période de 3e ou quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, je me suis rapidement
tournée vers là-bas. J'adorais l'endroit. Je connaissais aussi Jean-Pierre que j'adorais pour d'autres raisons, mais du coup c'était ça a semblé logique, ça allait sous son sens logique de postuler à la Villa Noailles. Je travaillais au début que certains mois en renfort pour les périodes de festival, et j'ai fini par travailler là-bas à l'année. Maintenant, je travaille là-bas tout au long de l'année, sauf au mois d'août. J'ai mon mois de vacances au mois d'août. Et quelles sont tes fonctions à la Villa Noailles ? À la Villa Noailles, je travaille à la Régie Générale. Je suis responsable de la production des expositions et des événements. D'accord. Jean-Pierre Blanc, quand tu disais que tu le connaissais en dehors de la Villa Noailles, j'imagine que c'est par l'île du Levant. On sait l'attachement en effet de Jean-Pierre Blanc pour cette île, les initiatives artistiques et culturelles qu'il insuffle aussi sur l'île du Levant. C'est comme s'il y avait pour toi, je trouve, une heureuse convergence entre ton ancrage insulaire et l'activité que tu exerces aujourd'hui dans un lieu nourri certainement artistiquement et culturellement d'un souffle levantin à la Villa Noailles. Quelles sont les initiatives culturelles et artistiques justement menées au Levant en lien avec la Villa Noailles ? Alors du coup, ces dernières années que j'ai en tête, il y a eu des résidences d'artistes, des artistes qui ont fait des choses à la Villa Noailles. Dans la montée de l'Égade, il y a eu des bancs. Un artiste qui s'appelle Dylan Casanova qui a fait des bancs. Jean-Pierre, à l'occasion des 90 ans du domaine, il y a eu aussi une exposition que tu as pu voir, des panneaux de bois imprimés. Avec des photos anciennes. Des photos, exactement. Il y a aussi, tous les étés, je crois cette année, il y a eu la 7e ou la 8e édition de la Nuit des Étoiles. Oui. C'est un petit festival court que Jean-Pierre a créé, qui a lieu que sur l'île du Levant et qui s'appelle la Nuit des Étoiles filantes. Il y a des observateurs du Pic des Fées qui viennent avec des télescopes et qui font observer les étoiles durant toute une soirée juste sur une petite dalle, juste à côté du port. Ouais. Et lors de cette soirée, il y a aussi une présentation de films, de la danse, généralement de la danse contemporaine, des DJ sets, et tout ça est aussi lié à une exposition qui est sur l'île durant tout l'été, de panneaux, de foulards et de photos, qui a une commande artistique différente tous les étés. D'accord. Est-ce que pour toi, le Levant, c'est un lieu qui est propice à la création artistique ? Ouais, je pense oui qu'il y a depuis des années, Jean-Pierre en parlerait mieux que moi, mais comme on l'a aussi entendu au cours de réunions où tu étais là, il y a eu toute une mouvance d'artistes qui ont eu un intérêt particulier pour l'île et qui ont trouvé une source d'inspiration. Il est évident que c'est forcément une bonne source d'inspiration, un bon endroit aussi pour se ressourcer, se concentrer, de produire des choses différentes d'ailleurs, que tu es dans une ambiance qu'il n'y a pas forcément ailleurs, et donc du coup forcément c'est plus propice à la création et à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles choses et tout ça. Donc oui, je pense qu'il est évident que artistiquement il y a forcément un truc de l'île qui fait que ça marche, quoi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Aujourd'hui, comment s'inscrit le Levant dans ta vie ? J'y vais souvent. Je projette plus ou moins de pas y être installée, mais en tout cas avoir ma résidence secondaire là-bas, pouvoir finalement continuer à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire y aller les week-ends, y aller les vacances. On passe souvent le nouvel an là-bas, la bonne année là-bas. C'est super cool de se réveiller le 1er janvier dans un endroit où t'es bien, où t'es sûr, où c'est chez toi, où tu as eu l'habitude de voir passer les années et tout. C'est une suite logique. On se lasse jamais. Il y a des gens qui nous disaient qu'ils n'avaient pas marre de passer tous les étés au Levant ou toutes vos vacances. En fait, non. Il n'y a pas de sensation de lassitude. C'est impossible de se lasser. Donc j'espère que dans le futur, ça va garder la même place que ça a maintenant dans ma vie, c'est-à-dire pas tout à fait 50-50 parce que j'ai une vie citadine aussi ici et tout, mais ça reste quand même une grande partie de... Tu rentres régulièrement les week-ends ? Ouais, je rentre les week-ends souvent, ouais. Je rentre en quelque sorte quand je le peux. Parfois, il y a aussi
des jours en hiver où c'est le dimanche et où il fait beau, et même de prendre le bateau et de faire l'aller-retour dans la journée, après tout, pourquoi pas, c'est une petite sortie cool aussi, donc j'y vais souvent. Et t'y installer, alors tu disais résidence secondaire, mais à long terme, hein, t'es toute jeune encore, Naomi, mais te dire qu'un jour tu y seras installée de façon plus pérenne. Peut-être, moi c'est une possibilité. J'adorerais, ouais. Il faut voir comment tout ça évolue, qu'est-ce qu'il en est de la vie sur l'île. En ce moment, on traverse des moments pas faciles. Du coup, je pense que pour aller vivre là-bas à l'année, il faut être aussi en accord avec ce qui s'y passe et tout ça. Donc, je pense que c'est bien d'être sûr, en tout cas, le jour où on y va, de savoir que nous, en connaissant l'île depuis longtemps, on va supporter l'isolement, l'insularité et tout, mais aussi d'être l'école, par exemple. Pour moi, c'est un truc qui me paraît, c'est super difficile de se projeter en se disant même si j'avais des enfants, peut-être que si on avait une situation confortable, on pourrait partir là-bas habiter à l'année. Oui, mais l'école, ça reste un blocage, questionnement principal, bien sûr. Ouais. Si tu devais décrire la géographie des lieux en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, qui n'y est jamais allé, comment tu lui décrirais l'île du Levant ? Je dirais que c'est sauvage, qu'il faut bien aimer marcher. Il ne faut pas avoir la flemme. Ça, c'est impossible. Il y a beaucoup de pentes. Il y a pas mal de dénivelé. Je pense à la différence de Porquerolles et Porquerolles, par exemple. Il y a un dénivelé beaucoup plus important au Levant. C'est vraiment une découverte. J'aime des fois, parfois, c'est marrant que tu poses cette question. On se dit, on aimerait trop arriver pour la première fois et ne rien connaître et le redécouvrir comme si on connaissait rien. Qu'on te dise, va au village et que tu saches pas quel chemin emprunter, se perdre. Le Levant s'est organisé en corniche. Je te confirme, moi, la première fois, je me suis perdue. Voilà. Mais je crois que j'aimerais bien que ça nous arrive. Il y a aussi toute la partie maquis qui est très belle, la végétation est coiffée par le vent, les embruns et tout. C'est aussi l'endroit le plus sauvage de l'île, on va dire. Mais il est aussi absolument trop chouette de se promener sur les corniches, de découvrir le nom des maisons. On se fait encore des questionnaires. Nous, des fois, pendant le confinement, on se faisait des soirées questionnaires. Où est la Calypso ? Où est tel endroit ? En fait, c'est un vrai truc, maisons, bien sûr. Le transporteur qui conduit le camion, il y a souvent des interrogations comme ça au cours de livraison dans la journée. Si on est au port, ils viennent demander, et pour retenir, je sais pas le nombre exact, faudrait qu'on regarde, mais le nombre exact qu'il y a de maisons. Mais de découvrir les petites plaques, les petits portails, le nom des maisons, les corniches, les escaliers, les pentes. Je pense que j'aimerais trop revenir à la toute première fois et découvrir tout ça d'un œil totalement nouveau, les criques où on se baigne, tout ça. J'aimerais trop voir tout ça avec pour la première fois. Quelle est la saison que tu préfères vivre sur l'île ? C'est une bonne question. Je pense que quand même la saison, parce qu'on est aussi dans un endroit qui s'y prête, la saison qu'on préfère, c'est l'été, parce que les jours sont plus longs, la nuit est plus longue. L'hiver, il y a quand même un petit côté, des fois c'est un peu une île fantôme, hein. Tout est éteint, tout est fermé, il fait nuit à 17h30. Mais bon, c'est ça qui est difficile pour répondre à ta question, c'est que du coup l'hiver ça a son charme aussi d'être tu te sens vraiment dans un cocon, tu sais pas si t'es pas seul au monde, tu te dis mais est-ce que là s'il m'arrive quelque chose, il y a vraiment quelqu'un qui va entendre alors qu'il ne va rien arriver très clairement. Et mais après oui, l'été ça a vraiment son charme, voilà, tu profites des journées plus longtemps, la mer est chaude, ça correspond aussi au mood de vie un peu levantin qu'on disait. Du coup le naturisme qui est quand même une partie importante de l'île, tu le pratiques quand même plus l'été que l'hiver, bien que il y en a. C'est pour ça que nous on n'est pas, nous en tout cas dans ma famille, mes grands-parents, mes parents, moi-même, on est naturistes. On est quand même naturiste à la cool, un naturisme un peu levantin à l'ancienne en quelque sorte. On n'est pas vraiment pour le nu partout, tout le temps et à outrance.
Déjà parce que ça nous rapprocherait un peu trop de ces camps naturistes qui fleurissent un peu partout. Comme on se disait tout à l'heure, dans l'idée principale aussi des Durville, la nudité c'était un agrément plus qu'une obligation quelconque. Donc voilà, nous on se baigne nu, on bronze nu, mais par contre on va pas dans des commerces nus, on remonte pas les chemins en étant nu. Enfin voilà, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, ça va aussi avec l'idée d'être des contemplatifs, d'adorer la mer, le soleil, le vent, de voir les saisons passer sur l'île et tout. Du coup, forcément, effectivement, l'été, tu profites plus de ce mood de contemplatif, regarder le coucher de soleil jusqu'à 21h, te baigner dans l'eau chaude, tu peux te baigner la nuit, enfin... Mais bon, l'hiver et l'automne, le printemps aussi, tu vois, j'arriverai pas à choisir une saison finalement, parce que maintenant je repense au printemps. Le printemps c'est aussi beau, tu sens comme les prémices de la saison, ça sent une odeur délicieuse sur les corniches, il y a des petits fraisias partout. Oui, en plus, avec la végétation du Levant. Elle est luxuriante, ouais. Elle est surtout luxuriante à plein de périodes différentes. C'est beau l'hiver d'une manière et c'est beau le printemps d'une autre manière, donc... Ouais, non, je crois que j'arriverai pas à choisir une saison. Est-ce qu'il y a un endroit ou des endroits que vraiment tu affectionnes particulièrement au Levant ? Je pense que oui, et bizarrement, c'est pas ceux où on va le plus souvent. Moi, je dirais que dans mon top 5 des lieux que j'adore, il y a la plage des Grottes, alors que pour tout dire, on n'y va pas si souvent que ça, parce que l'été, il y a plein de monde, oui, ou alors on y va plus souvent l'hiver que l'été, du coup, hors saison en tout cas. La plage des Grottes, je pense que c'est aussi un truc qui te ramène vachement à l'enfance. Je sais que quand j'étais petite, mes parents ils m'amenaient beaucoup. On y allait le matin, très tôt. C'est une ambiance, voilà, c'est aucune pareille. C'est pas du tout comme la plage sur le continent et tout. Il y a vraiment un petit, comme un petit endroit caché, préservé et tout. Sinon, non, qu'est-ce que je choisirais comme d'autres endroits. Mon père, il a un commerce sur le port depuis quelques années. Ouais. Et je trouve que le port aussi, c'est cool parce que c'est un peu comme le village. Le cœur du village, il bat plutôt le soir au village. Et le cœur de l'île, ça bat plutôt la journée au port. Tu vois tous les bateaux arriver, qui arrivent, qui repartent. Les gens qui vont à la plage, les gens qui reviennent de la plage. T'as pas mal d'échanges avec les gens. Et du coup, c'est aussi l'endroit où on se dit, où on se retrouve quand tu arrives au bateau. Et l'endroit aussi où on se dit au revoir. C'est vrai qu'il y a une vraie vie dans ce port. C'est vraiment le fait qu'il soit tout petit, tu passes forcément, enfin tu croises forcément des gens. Voilà, c'est pas comme à Porquerolles ou Porquerolles où c'est plus dilué, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment là, tout le monde le matin, passe, il y a les marchandises qui arrivent, tout le monde se retrouve, les restaurateurs qui viennent chercher, le camion qui monte, tout ça et tout. Donc, je dirais que le port aussi, c'est dans les endroits... dans notre top 5 des endroits. Après, il y a plein de petits endroits. Il y a des terrasses super cool, des petits points de vue super cool aussi, qui sont agréables et tout. Mais tu cites des lieux communs, simples. Simples. Le village, c'est pareil. Je pense aussi que dans notre petite bande de jeunes de Lille et tout, on aime bien aussi le village. Le soir, c'est l'endroit où on se retrouve, où tout le monde se raconte un peu sa journée. C'est là où on se rejoint. Puis, on aime bien aussi se préparer le soir, monter. Il y a l'été, il y a plus de festivités, donc il y a des balles le samedi soir et tout, et c'est un peu l'endroit où on se retrouve tous. Ça et la boîte de nuit aussi. Je regardais ça avant notre entretien, je regardais les listes de gens à l'école. J'étais à l'école avec Jordan, avec qui je suis toujours amie maintenant dans la vie, et du coup c'est lui qui tient maintenant la boîte de nuit, le Disco Night au Levant, et je me disais c'est marrant quand même, c'est dingue qu'on ait été à l'école ensemble, on est toujours restés potes au fil des années, et voilà, maintenant on est tous un peu sur l'île. Il y a quand même une petite mouvance de fils de commerçants, il y a une petite qui s'appelle aussi Axel, qui a grandi au Levant, qui est allée à l'école comme moi aussi, et qui pareil, sa maman a un resto depuis 20 ans sur l'île, la Palmeraie et tout, et on est maintenant, on approche un peu tous la trentaine, et donc c'est dingue quoi, la vie change. Ils sont tous un peu restés dans le moins, ouais. Jordan, je crois qu'il habite quasiment là à l'année aussi.
aussi avec ses parents et là, ils partagent cette même culture du commerce qu'on a un peu ensemble. On est fils de commerçants, les enfants du pays, de l'endroit aussi. Et ouais, du coup, des fois, je me dis, c'est aussi pour ça qu'on adore être là-bas l'été et tout, parce que c'est un super spectacle que de grandir tous ensemble et de se voir évoluer. tous ensemble, évoluer et grandir, partager des moments de vie. Ma copine Andrea qui a eu un enfant, tout ça, voilà, la vie continue et c'est aussi vraiment une pièce de théâtre très chouette dont on est les acteurs et les spectateurs. C'est vraiment trop cool d'être en train de constater tout ça. Ouais, mais c'est, comme tu le disais tout à l'heure, un peu comme une grande famille quand même. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote marquante qui te vient comme ça à l'esprit ? Je pense que l'anecdote la plus dingue, entre guillemets, que je connaisse, c'était le mariage de mes parents. Ouais. Mes parents, ils se sont mariés au mois de novembre. Et donc, en fait, ma maman, moi et tous les invités, on était sur le continent. Donc, le samedi, le jour même du mariage. Sur l'île, il n'y avait que mon père et mon oncle, je crois, Stéphane. Et on s'est réveillés ce matin-là pour aller prendre le bateau au Lavandou. Et il y avait une tempête terrible. Et donc, on s'est retrouvés sur le port du Lavandou avec une cinquantaine d'invités et la famille qui était là. Et c'était l'époque de l'ancienne famille qui avait les vedettes des îles d'Or, la famille Olivier. Et eux avaient dit dès le matin au téléphone à ma mère, je pense que le bateau va pas pouvoir traverser et tout. Ma mère était toute unie, non mais attendez, c'est absolument impossible. Sur l'île, il y a mon mari, mon frère et l'adjointe au maire, Edith Herry, à l'époque, qui était la grand-mère d'une de mes meilleures amies d'enfance, Manon, avec qui j'ai grandi aussi sur l'île, qui était censée elle-même officier le mariage. Incroyable. Et donc, ils disent, venez quand même au Lavandou, parce que c'est le capitaine, le dernier maître à bord, qui a droit de dire le dernier mot. Donc, venez. Et donc, c'est tous rendus au Lavandou. Le capitaine, c'était Marcel, qui était un capitaine un peu connu, on va dire, de la compagnie. Et ma mère l'a vraiment supplié en lui disant « Mais tu peux pas me faire ça, on est samedi, j'ai des gens qui sont venus de Suisse, de Paris, enfin, il faut que le bateau passe. » Et puis, il n'y avait que nous qui voulions prendre le bateau un jour de novembre en pleine tempête, avec bien sûr les personnes âgées de la famille et tout ça. Et il a dit « Écoute, ce qu'on va faire, c'est il y aura qu'une seule chance, on va monter dans le bateau. Si arrivé à Cap Bénat, le vent et la houle c'est trop fort, on sera obligé de rentrer au Lavandou et ça sera mon dernier mot. » Et du coup, on a réussi à traverser. Et on est arrivé du coup ce jour-là par Port-Avis parce que la tempête était trop forte pour accoster à l'Égade. Et du coup, ça reste quand même dans mes anecdotes. T'avais quel âge ? Quel âge j'avais quand mes parents ils se sont mariés. Mais ils se sont mariés en 99. Donc t'avais 6 ans. J'étais très jeune, mais je me souviens en tout cas parce qu'il y a aussi des photos et que du coup, pour le coup, comme tu le dis si bien, c'est une anecdote parce qu'il y a plein de gens qui nous en ont reparlé. Dans la famille, on en reparle, mon oncle et ma tante, Stéphane et Valérie, on l'a déjà réévoqué et tout ça. C'est incroyable cette histoire, se marier coûte que coûte au Levant. Ça fait partie de mes anecdotes. Après, il y en a plein. On a vu la neige aussi au Levant, c'est aussi assez atypique parce que c'est un endroit où tu t'attends pas trop. Ça, j'étais plus grande pour le coup. J'avais 16 ou 17 ans. Je l'ai vu plusieurs fois, mais la fois où je me souviens le plus, c'était là récemment. Donc la neige aussi, ça fait partie quand même des anecdotes assez cool de l'endroit, quoi. Tu l'évoquais, l'esprit des d'Urville, ces deux médecins, donc André et Gaston d'Urville, initiateurs du naturisme en France, qui ont créé le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'Héliopolis, en disant « Héliopolis doit être, dans l'esprit de ses fondateurs, une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. » Héliopolis fête ses 90 ans cette année. Est-ce que cette vision d'Urville a toujours cours selon toi ? Est-ce que cet esprit originel, il a été conservé ? C'est une bonne question. Je pense qu'en le lisant comme ça, on n'est pas très loin du but, mais on est quand même en train un peu de s'en éloigner à certains... sur
sur certains points, inévitablement. Après, est-ce qu'on s'en éloigne ou est-ce que juste on évolue et du coup tout évolue, enfin tu es obligé en évoluant de t'éloigner un peu de ces principes de base. Après, je pense quand même qu'il y a des gens qui vivent toujours au Levant et nous on est plus jeunes, donc ces principes on les a entendus depuis longtemps et tout, mais il y a aussi des gens qui arrivent et qui viennent pour ça et qui le véhiculent très bien et qui le comprennent aussi très bien, et heureusement, parce qu'il faut aussi ne pas s'éloigner trop de ce qui a fait notre base la plus solide. C'est pour ça que je te disais, voilà, nous, vraiment le naturisme partout, tout le temps, la nudité comme ça à outrance, ça nous paraît loin de ce qui étaient les fondements même de la naissance du village, de la vision qu'avaient les d'Urville. Cet été, tu vois, à l'occasion des 90 ans du Levant, on a organisé sur le port un bal naturiste. Ouais. Il y avait des gens dans la journée qui venaient demander « Ah, mais du coup, pour venir au bal, il faut être nu, c'est ça, ce soir, il faut danser nu ?» On disait en fait non. Justement, dans l'idée, c'est que nous, ce qu'on veut au bal, c'est que ce soir, il y ait des gens nus, des gens habillés, des gens en paréo, des familles, et puis chacun fait ce qu'il veut. On veut pas faire un bal où tout le monde danse nu. On veut faire un bal où on véhicule ce truc de la liberté de tout le monde, parce que c'est aussi ça la tolérance. C'est que moi, par exemple, j'ai pas spécialement envie de danser nu à un bal le soir à 23h, mais que par contre, que les autres le fassent, ça me dérange pas du tout. Et en plus de ça, je trouve que ça forme un mélange super cool de gens, et que c'est ça aussi la liberté, c'est d'être libre, d'être qui tu veux, comme tu veux, et voilà, venez comme vous êtes, même si c'est pas tout à fait le même. Et justement, tu vois, en parlant de slogan, le slogan, ça a toujours été le Levant, c'est différent. Ouais. C'était ça qui avait écrit sur les petites plaquettes et qui était aussi repris par, tu sais, les brefs de comptoir, mais qui étaient là depuis longtemps au Levant, les apérologues, comme on les appelait. Et voilà, eux, ils disaient souvent, le Levant, c'est différent, avec l'accent chantant. C'est vrai que oui, du coup, c'est ça aussi qui fait notre force, c'est de pas être... voilà, on veut pas, moi personnellement, même mon grand-père qui a tenu une épicerie et tout, il tenait pas à ce que tout le monde soit nu dans son commerce et tout. Ça correspond aussi à la nature, à bronzer, à avoir ton jardin et à pouvoir jardiner nu si tu le veux, à te baigner nu, bronzer nu, mais pas forcément le soir à dîner dans des restaurants nus. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est important que ça ait quand même... et sa limite et sa liberté aussi. Si tu devais donner ta définition assez simple du naturisme, tu saurais condenser en une phrase l'esprit du naturisme tel que toi tu l'entends? Non, j'allais dire un truc, c'est parce que je pense à un truc qui est une private joke que pas mal de gens connaissent. Souvent, quand on était ici sur la côte, tu sais, j'en dis, mais alors, mais comment ça, vous vous baignez nus, c'est dingue, tu sais, les gens un peu étonnés du truc, ah bon, et tout. On répondait souvent au Levant, c'est une réplique un peu levantine que mes grands-parents disaient aussi. On dit, on n'est pas né avec une culotte. Et ça veut un peu tout dire, c'est que en vrai les gens c'était une façon de répondre aux gens sur la côte qui disent dis donc, mais comment ça vous vous baignez nus et tout. J'ai déjà entendu des gens répondre tout simplement quoi on fait. Ma grand-mère elle le dirait comme ça, quoi on fait, on n'est pas né avec une culotte. Voilà, ça résume un peu bien le truc, c'est qu'en fait finalement c'est sûr que si tu le vois d'un œil curieux, bizarre, tu comprends pas. Moi, j'ai amené des copines à moi quand j'étais aux périodes de collège, de lycée au Levant, qui disaient « Oh là là, bon, ça me paraît bizarre, mais on va quand même venir. » Et puis, une fois sur l'île, finalement, elle finissait par ma colocataire de laquelle on parlait tout à l'heure, que je te disais qui a commencé la pêche et tout. Elle est arrivée au Levant en n'étant pas du tout naturiste. Et nous, on lui a jamais dit quelque chose. On lui a jamais dit « Il faut le faire » ou « Bon, alors, c'est quand que tu le fais ?» On n'en a même jamais parlé. C'est venu tout seul d'elle-même. Progressivement. Ouais. Et alors justement, à la période de l'adolescence, est-ce que, parce que ça peut être une période peut-être un petit peu plus
compliqué dans son rapport au corps et à la nudité. Est-ce que toi, tu as senti une évolution? Peut-être que ce qui était naturel pour toi et enfant s'est révélé un peu moins au moment de l'adolescence. Est-ce que tu as remis le maillot adolescent? Ouais. Je crois que oui, on a tous traversé cette période dans notre petite bande de copains. Bien sûr qu'à un moment, il rentre un peu en jeu l'adolescence, la pudeur, le changement du corps et tout ça. Et donc, on était un peu la bande d'ados mi-ingrats, mi-rebelles. et on se baignait en maillot. Je crois qu'on y est plus ou moins tous passés pendant une plus ou moins courte ou longue période, je dirais 2-3 ans, peut-être pour certains moins, pour certains plus. Mais oui, bien sûr, surtout qu'à cet âge-là, l'adolescence, tu te questionnes un peu sur le regard de l'homme, les rapports filles-garçons, les trucs comme ça. Je pense que c'est inévitable. Et nos parents, par exemple, je pense que dans tous mes copains pourraient dire pareil, dans nos familles respectives, il n'y avait aucune pression. Moi, mes parents, ils m'ont jamais dit « Bon, maintenant, ça suffit avec ce maillot ». Enfin voilà, parfois on allait dans des piscines, dans les petites phrases typiques levantines. Dans les piscines, il y avait des piscines où on n'avait pas le droit, du coup la piscine était nudité obligatoire. Et voilà, les vieux de la vieille disaient la piscine c'est pas une machine à laver. Tu vois, ça voulait bien dire les jeunes, vous allez pas vous baigner en maillot. Mais on allait sur le bord de mer. Il arrivait qu'au bord de mer on rencontre des gens qui nous disaient vous devez être nus, machin, tout ça. Bon, on répondait rapidement bon. C'est nous quoi, on est chez nous un peu, donc voilà, c'était un peu difficile. Après je peux comprendre que les touristes ou les gens qui fréquentaient l'île qui nous connaissaient pas, ils pouvaient se dire c'est une bande de jeunes en maillot et tout, mais voilà, pareil, nos parents et tout le monde prenait un peu la défense en disant c'est les gamins d'ici, bien sûr. Je pense que tu peux avoir ce recul de te dire bon, c'est peut-être une période où en effet le maillot voilà, le jeune est plus à l'aise avec son maillot de bain. Suzanne Zeiser, que tu as connue, ancienne directrice d'école installée au Levant, disait « La nudité était évidemment pratiquée par tous, mais dans les têtes, il fallait qu'elle chemine, cette évidence. À 86 ans, elle concluait sereinement « Si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. Le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est pas un retour inné à notre forme originelle. Est-ce que tu es d'accord avec ce rapport à la nudité et au cheminement que la pratique naturiste demande ?» Tu citais tout à l'heure ton amie qui ne s'est pas mise toute nue tout de suite et que vous avez respecté dans son souhait d'y aller peut-être progressivement. Est-ce que tu as pu observer justement parmi tes amis, tes connaissances, tu expliquais toi ton parcours aussi, que ça puisse être un chemin plus ou moins long d'arriver à se mettre nu? Je pense qu'effectivement, il y a des gens, j'ai pas en tête un exemple, mais je pense qu'il y a des gens qui ont mis du temps, bien sûr, ouais. C'est un peu... je pense que Suzanne a raison. Suzanne était en plus une vraie levantine. Je pense qu'elle avait compris beaucoup de choses. Elle nous a pas tout dit avant de partir, mais elle avait compris beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a des gens, ça vient pas forcément du premier coup, ça vient pas forcément... Ça veut pas non plus dire... J'entends ce qu'elle dit, que ça veut dire que tu es totalement libre et tout, mais c'est pas forcément toujours le cas non plus. Je pense qu'il y a des gens qui se mettent nus et qui ont quand même des complexes. Ça veut pas dire que tout de suite, parce que tu te mets nu, tu te dis waouh, je suis la meilleure version de moi-même. C'est pas forcément le cas. C'est juste que tu apprends à voir que les gens ne regardent pas ces défauts que toi tu regardes. Après oui, je pense que ça aide quand même à avoir une petite confiance en soi et aussi à être tous sur un pied d'égalité. On disait souvent, quand les gens ils arrivent et qu'ils restent en maillot, parfois tu es plus regardé quand tu restes en maillot que quand t'es nu. D'ailleurs, c'est un peu... Carrément. C'est normal puisque c'est toi qui présentes une différence, donc les gens, peut-être que ça les intrigue un peu. Mais après, oui, bien sûr que je suis sûre que... Et nous encore, on est peut-être trop jeunes, mais dans la démarche de qui tu es et tout, c'est sûr que ça donne une impulsion de liberté et de différence aussi. Tu es si un peu fort de cette différence-là, de te dire, nous, on a ça... un petit plus, un peu atypique, et à la fois quand on nous voit ici en centre-ville, moi je suis la même jeune que mes autres copines, je fais les mêmes choses et tout, mais tu sais qu'il y a quand même ce petit truc au fond de toi et qui correspond avec ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir une vie un peu originale et
voilà, dans les, tu vois, regarde, j'en ai des milliers, des petites phrases levantines. Dans les petites phrases levantines, il y a aussi, souvent, quand il y a des gens qui arrivent, on dit, ah ben tiens, lui, il s'est pas trompé d'île, ou elle s'est pas trompée d'île. Ben voilà, je pense que si on est tous retournés là-bas et qu'on valide tous le mode de pensée et tout, c'est que voilà, on s'est pas trompé d'endroit et on est bien là où on a envie d'être. C'est ça qui nous aide à, comme dit Suzanne, être un esprit plus libre et plus affirmé peut-être que les autres. Ouais, c'est hyper intéressant. À l'heure où la nudité, elle est soit... Alors, je parle en dehors de l'île du Levant, hein, soit érotisée, soit elle peut provoquer un malaise, voire le scandale. On le voit maintenant sur les réseaux sociaux, voilà, les tétons qui sont camouflés sur Instagram, par exemple, les jeunes filles qui sont pointées du doigt si elles montrent un peu trop leur ventre à l'école. Soit cette nudité, elle est invisibilisée quand elle rentre pas dans les codes des corps jeunes montrés, voilà, par les médias. Quelle vision, justement, l'île du Levant, dans cette société où soit on invisibilise la nudité quand elle n'est pas dans les normes, soit elle est érotisée, ou voilà, enfin, en tout cas, elle provoque toujours quelque chose. Quelle est la vision de la nudité qu'offre le Levant ? Je ne sais pas si ma question est claire, mais... Je pense que là-bas, c'est différent parce que c'est ancré dans l'histoire de l'île et tout. Des fois, parfois, ça arrive, bon, très rarement, il y a des gens qui prennent le bateau et qui arrivent et qui disent c'est naturiste. Et là, ok, donc là, ça doit quand même être une surprise. Mais je pense qu'au Levant, la vision... Je pense qu'il y a des gens qui habitent à l'année et qui sont pas naturistes, il doit y en avoir peu, mais sinon au Levant c'est inscrit dans l'histoire du Levant, c'est comme un... C'est vrai qu'elle est difficile cette question, je pense que je saurais pas bien y répondre, ouais, c'est compliqué. Je sais pas si la vision du naturisme, elle est pareille dans les yeux de tout le monde. Je suis pas sûre que nous, à notre âge, on la voit de la même manière que certaines personnes que tu as interrogées. Moi, j'en ai une, mon grand-père en a une autre, Jean-Pierre en a encore une autre. Enfin, tu vois, c'est ça aussi, mais qui fait que tous ces gens ont une vision différente du naturisme, mais cohabitent. Pour l'instant, se retrouvent quand même en bonne... intelligence et surtout en partage. On partage tous le même endroit, on partage tous le même intérêt, le même attrait pour l'île et tout. Et je pense que même si on partage pas tous la même vision du naturisme, l'essentiel c'est que pour l'instant on marche tous ensemble. Oui. Enfin, c'est ça le truc. Pour moi, c'est ça que je vois le plus. Et est-ce que tu sais si la pratique du naturisme elle a évolué depuis l'installation de tes arrière-grands-parents ? Depuis que t'es enfant. Tu veux dire, est-ce qu'avant, il y avait plus de gens nus, moins de gens nus ? Alors, on va peut-être pas prendre depuis tes arrière-grands-parents, parce que ça sera difficile pour toi de répondre, à moins qu'on te l'ait expliqué. Mais toi, depuis que t'es enfant, est-ce que tu vois une évolution, en effet, de la pratique du naturisme ? En effet, des gens plus ou moins nus, des grands défenseurs de la nudité partout, ou au contraire, une grande tolérance dans l'exercice. Est-ce que toi, t'as vu un chemin, enfin... Tu vois des tendances se dessiner. Je dirais que j'ai vu qu'il y avait plus de questionnements, puisqu'on s'est questionné il y a je sais plus combien d'années là sur la place du village. Est-ce qu'on peut être nu sur la place ? Alors je crois que maintenant on peut pas être nu, on peut la traverser mais pas stationner. C'est ça. Et en fait... tout ça, je trouve un peu dommage parce que du coup, dans ce qu'on disait tout à l'heure, des fondements de la liberté et tout, je sais pas si de tout régir par des arrêtés de la plage des Grottes, par exemple, avant d'arriver sur la plage, il y a un petit panneau, il y a écrit « À partir d'ici, la nudité est de règle ». Pour moi, ce panneau, il est même pas nécessaire parce que moi, des fois... pour des simples questions, je sais pas, logistiques. Pratique et logistique, je ne me déshabille pas avant d'arriver à la plage. Mais par contre, je sais que une fois à la plage, je m'y mettrai nue. Enfin, du coup, je suis pas sûre que de se questionner. Je crois que Michel du Bazar, il avait eu aussi des problèmes il y a quelques années parce qu'il avait été verbalisé, parce que les gens à l'intérieur du commerce étaient nus. Moi, par exemple, en étant fille de commerçant, que les gens soient nus à l'intérieur du commerce, je suis pas sûre que je valide tout à fait non plus pour des raisons d'hygiène apparentes, parce que si nous, on vient avec des enfants qui sont en bas âge à une hauteur qui est pas ok, ben c'est pas si cool que ça, pour des questions d'hygiène, parce qu'on touche tous les fruits et légumes,
Je pense qu'on peut être nu dans son jardin, nu au bord de mer, nu sur les chemins du bord de mer, mais pour tout ce qui est village et activité sociale en général, je pense que les débats ces dernières années, c'est plutôt ça. Du coup, là, tu dis que tu serais plutôt favorable à quelque chose qui soit sans règles, mais tu notes quand même que dans les commerces, oui. Voilà. Oui, parce que moi, je crois qu'on n'a pas, c'est même pas envie ou quoi, mais moi, je préfère, et pourtant, on se baigne nu, on respecte et on est en adéquation avec l'idée, mais par contre, le soir, quand il est 21h et que je vais dîner au restaurant, j'ai pas envie que les gens soient nus. Mais parce que voilà, le soir, c'est aussi le levant festif des anciennes années que moi, j'ai pas encore même pas suffisamment connu mais qu'on nous a décrit. Les femmes se préparaient le soir, elles mettaient des talons aussi hallucinants qu'elles puissent paraître vu les chemins et les corniches, mais elles étaient habillées, maquillées en talons, préparées. Voilà, moi je sais qu'à la boulangerie, mes parents ils étaient pas non plus d'accord pour que les gens rentrent dans le commerce en étant nus. Pour moi ça correspond vraiment à le bord de mer, se baigner. Tu vois, ce qu'on disait hier, le sport, tu vois, la natation, tout ça, qui vient de là, mais pas forcément... Mais je crois que c'est un peu l'esprit des Durville, parce qu'on en parlait justement hier, dans les années 1930, en effet, les gens en dehors des bords de mer étaient habillés oui, bien sûr. ailleurs. Donc pour moi, il va de soi que dans les commerces, à la discothèque, dans tous ces endroits, il est nécessaire. Et en plus, c'est être habillé. Tu vois, tu as dû tomber sur l'histoire des minimums. Tu vois, on demande un simple minimum suffit. Un minimum, un paréo. Tu peux être seins nus, mais avec un paréo. Un minimum, un simple maillot en bas, un paréo transparent et tout. Mais respecter un minimum de... Oui, voilà, l'idée du camp naturiste, moi, il me fait un peu fuir, en tout cas. À côté de l'identité naturiste, sa vocation militaire s'impose un peu comme un paradoxe, car le Levant, on l'a dit, est aussi un site stratégique de la force de dissuasion militaire française. Comment, toi, tu vis cette cohabitation avec l'armée ? C'est vrai que quand on y réfléchit, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on le vit tellement depuis plusieurs années. Mais en fait, le truc, c'est que c'est des fois les gens à qui tu racontes. Et du coup, il y a 1/10 de l'île habitant. Et à côté, nous, je pense qu'on voit ça... C'est un peu comme le naturisme, c'est ancré là, on a grandi avec ça, on nous a expliqué comment ça fonctionnait, on sait délimiter la zone militaire, on sait où est-ce qu'elle est, on sait qu'on a besoin d'eux aussi. C'est plus le cas, mais avant c'était le cas. Quand le bateau pouvait pas accoster au port de l'île de l'Égade, on allait accoster à Port-Avis. On a besoin des pompiers, on n'a pas de médecins, pas d'infirmières, pas de pharmacie, quoi qu'il arrive en pleine nuit ou en pleine journée ou n'importe quand, on a besoin des pompiers. Andrea, du coup, que tu as vu hier, par exemple, c'est vraiment une histoire incroyable. Elle a accouché dans l'infirmerie de la base militaire une nuit à 6h du matin, en ayant appelé les pompiers. C'est les pompiers qui ont rendu cette intervention, si on peut dire, cet accouchement possible, main dans la main avec la DGA, les responsables de service là-bas. C'est quand même dingue. Elle est partie avec son enfant en hélicoptère à 6h30 du matin, après que le bébé soit né, pour rejoindre l'hôpital Sainte-Mus. Comme quoi, si ils étaient pas là, on aurait aussi, il y a le cimetière de l'île du Levant et du côté militaire, mine de rien, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, on est quand même assez liés à eux. À leur présence, bien sûr. Le château d'eau, il est du côté du portail militaire, bien sûr, c'est une forme. Et je pense que, des fois, ce que je me demande, c'est quelle vision, eux, ils ont du côté civil. Ça qu'on ne sait pas trop. Ils viennent parfois de temps en temps. Ils viennent parfois. Les pompiers viennent faire la fête, ou les services de la base militaire viennent manger au restaurant, parce qu'après aussi, eux, ils sont assez isolés, tout ça. Donc, ils viennent sur l'île, sûrement quand ils ont des repos ou des choses comme ça. Mais je ne sais pas trop comment ils voient notre style de vie, on va dire, et ce qui se passe de l'autre côté, je sais pas. T'es allée, toi, de l'autre côté ?
Moi, j'y suis allée pendant plusieurs années, quand le bateau, du coup, arrivait à Port-Avis. Alors là, c'était pas de manière libre, parce que le transporteur de l'île venait nous chercher au Port-Avis et nous amener. Et puis, j'étais allée il y avait 1 ou 2 sorties avant par an, les champignons, des choses comme ça. Et je suis allée plusieurs fois au cimetière aussi de l'île. Quelle est ta vision de l'insularité ? Je pense que c'est un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est cette vie qui nous a façonné un peu différemment des autres, c'est la chance de grandir dans un cadre particulier, mais c'est aussi ce qui était dit dans la citation de Pascal tout à l'heure, cette île belle mais difficile aussi, c'est compliqué, la vie à l'année, d'être tributaire des passages de bateaux, ça a un côté un peu isolé aussi. C'est sûrement quand même plus de bons côtés que de mauvais côtés, mais il faut pas oublier que derrière cette vie super chouette, originale qu'on a tous partagé, eu un sentiment d'appartenir à un endroit. C'est aussi peut-être ça, l'insularité. C'est ce sentiment qu'on a tous d'appartenir au même endroit, de se sentir bien protégé. Ma maman, elle avait une petite devise qu'elle utilisée à outrance, on va dire. Elle disait « ici c'est chez moi » ou « ici c'est chez nous ». Et je pense que c'est ça qui résume bien l'insularité, c'est cet endroit-là où on se sent à la fois coupé du monde, mais vraiment le meilleur endroit. Moi, je sais que c'est mon terrain de jeu favori, l'endroit où je me sens le mieux au monde, l'endroit où je préfère être. Et c'est ça qu'on dit aussi quand on dit c'est chez moi. Chez moi, c'est une situation de confort, de protection, de tout ça. Et je pense que c'est bien résumé dans ici, c'est chez nous. Ça veut dire que c'est l'endroit où on se sent le mieux. C'est pas tout à fait comme ailleurs dans le cas du Levant. C'est ça qui fait un peu l'insularité aussi. C'est pas la même chose qu'ailleurs, mais c'est quand même le meilleur endroit au monde où il est possible de se trouver, pour nous du moins. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans le Levant de ton enfance ? Non, l'école. L'école ? Ouais. Que l'école, elle est fermée, on en a parlé plusieurs fois, mais non, peut-être qu'à un moment, il y avait quand même un esprit un peu plus léger et qui était un peu moins... moi, je veux pas trop en parler, mais qui était un peu moins à la querelle générale. Et peut-être qu'à un moment, on était quand même dans une période moins individualiste. J'ai l'impression que quand même là, des fois maintenant, on est beaucoup à se regarder le nombril. C'est ça aussi qui fait pas mal au Levant de petites guéguerres, si on peut dire, de trucs un peu comme ça. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est que je pense qu'à un moment, il y avait un esprit plus communautaire, solidaire, plus fort, fraternel, qui maintenant peut des fois être un peu en berne et mis à mal par les différents points abordés, le naturisme, comme tu as pu le voir là, la voiture électrique, les voitures, enfin différents points qui, à une époque, étaient résolus de manière plus soudée et collective, alors que j'ai l'impression que maintenant... Et puis il y a eu un renouveau aussi de la population, sûr, et donc sans dire qu'il y a des tensions de fait, mais en fait le renouveau fait aussi que les gens doivent s'acclimater, se rencontrer, et donc c'est je pense qu'il y a des départs des anciens. C'est aussi, ça aussi, bien sûr. Les commerces. Moi, je sais qu'il est plus du tout la même période. On n'en a pas parlé d'ailleurs précédemment dans le podcast, mais moi, mes parents, ils ont tenu la boulangerie, qui était un commerce central sur la place du village pendant 11 années. Et à cette époque-là, il y avait mais parce que moi aussi j'étais au cœur de ça. Mon oncle et ma tante avaient l'épicerie à côté, mon père avait la boulangerie. Mon père n'était pas boulanger de métier, donc c'est mes grands-parents qui étaient propriétaires des murs de la boulangerie, ils le sont toujours d'ailleurs, qui ont proposé à mes parents de relever le défi et de prendre la boulangerie. Donc mon père est allé faire une formation au Bossé pendant quelques mois d'apprenti, et je me souviens que quand il a pris la boulangerie, il y avait vraiment cette forme de solidarité. La première nuit où il devait faire le pain,
tous les gens du village, ils défilaient à 19h pour lui dire « Bon courage, hein, Bruno, on espère que tu vas y arriver, Bruno !» et tout. Et dans la nuit, la première nuit donc de la première fournée, mon grand-père et mon oncle étaient venus pour pas laisser mon père seul. Et ils ont eu le nez creux parce qu'effectivement, le pétrin est tombé en panne. Et donc, on est passé au bord de la catastrophe. Et le lendemain... il y avait du pain pour tout le village et c'était vraiment un truc, il y avait un truc de collectivité et tout qui manque un peu maintenant et que moi je ressentais peut-être plus à cette époque-là parce que à ce moment-là, mes grands-parents tenaient l'épicerie tout en bas du port, mon oncle et ma tante tenaient l'épicerie à côté, mes parents tenaient la boulangerie et on était vraiment au cœur de la vie de village. Et mon père, il a adoré aussi, je sais que maintenant c'est plus ça qu'il fait, mais... sa vie de boulanger de Lille, elle lui manque parce que voilà, le truc de servir aussi et d'être un pivot important. Enfin, bien sûr, le boulanger sur c'est... une île, surtout quand l'insularité est forte, l'hiver, les premières années, mes parents ils restaient ouverts l'hiver et tout. Donc voilà, c'est quand même super important et je sais qu'il en parle souvent... avec nostalgie. On en parle souvent avec nostalgie les nuits. Puis mon père, il est quelqu'un de solitaire, donc il a adoré cette vie de nuit dans son fournil, à contre-courant, avec pas les mêmes horaires que tout le monde et tout, mais avec aussi une vraie utilité publique d'être et un vrai lien. Quoi. À contre-courant, mais avec un vrai lien. Et j'ai aussi adoré cette période parce que du coup, moi, c'était ma jeunesse. Je pouvais jouer à la marchande, vendre les croissants, les pains au chocolat. Quand j'ai commencé à être un peu plus grande, ils me donnaient une petite carriole qu'on avait fabriquée et le samedi et le dimanche j'allais livrer sur l'île avec une petite clochette, tu sais, on secouait la petite clochette et on livrait des pains au chocolat, le rêve à tous les touristes qui habitaient dans des locations sur les corniches et tout. Donc moi par exemple de la boulangerie, j'en ai des souvenirs de mon enfance super important et riche. C'est là qu'on a rencontré des gens, c'est à ce moment-là qu'on a compris aussi l'esprit de l'île, comment appartenir à tout ce move général qui est, voilà, la boulangerie, c'est un commerce central, comme l'épicerie et tout. Et effectivement, quand tu rentres là-dedans, c'est là que... C'est le seul truc un peu nostalgique qu'on pourrait regretter Non, mais on sent que ça a été fondateur, et que il y avait vraiment une ambiance, une atmosphère autour de toi qui a contribué certainement aussi à ton attachement, puisque tu étais au cœur du village par ta famille. Quels sont pour toi les grands enjeux du Levant dans les années à venir ? Si tu en avais peut-être 2-3 à citer. Pardon de réinciter, mais l'école, du coup, je pense que l'école et la question de l'eau, c'est très important. On est tous chez nous là à faire attention à l'eau de citerne et tout. Il y a des piscines partout, moi, je trouve hallucinant. Il y a de plus en plus de constructions qui sont visiblement approuvées de piscines, alors que nous, on en est à pas tirer la chasse à tous les pipis. Tu vois, je veux dire, si tu prends quand même la balance, c'est quand même dingue. On est dans une situation où l'eau est rare, c'est écrit dans les maisons au Levant, attention eau précieuse, tout ça. Donc je pense que les deux grands enjeux, c'est et pour que l'île continue, comme on disait tout à l'heure, que des jeunes puissent s'installer, qu'on soit dans une dynamique qui amène aussi de la vie sur l'île et tout, l'école, les enfants c'est la vie, donc l'école. Et l'eau, je pense que c'est le deuxième truc à solutionner rapidement, sans parler de cette histoire de voiture qui est absolument hallucinante, pour laquelle il faut absolument trouver une solution rapidement, et non qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir de voiture. Voilà, nous on veut pas être, en plus on le revendique, on veut pas être Porquerolles. On veut pas être Port-Cros non plus. On souhaite pas une clientèle à la journée qui vient juste se balader. On veut pas être Porquerolles parce qu'on veut pas non plus un passage comme ça. On pourrait pas. On n'aurait même pas la capacité de l'absorber. Donc ça nous intéresse pas. Bon, vous avez la distance qui vous protège encore. Oui, le naturisme aussi, je pense. Exactement. C'est pour ça aussi que le naturisme, c'est aussi un peu un rempart à ça, et c'est très bien que ça le reste en tout cas. Il me reste 2 questions, Naomi. Quelle est ta définition du Levantin ? C'est marrant parce que des fois avec Jean-Pierre, Jean-Pierre il dit « Ah non, mais moi je suis pas un Levantin ». Alors qu'en fait, si, pour moi, du moment que tu viens depuis plusieurs années, que tu partages Levantin, il faut pas être là depuis 4 générations pour être Levantin. Des fois, Jean-Pierre il dit « Non, mais moi je suis pas… » En fait, si.
C'est pas parce qu'on est là depuis 4 générations que forcément on est Levantin. Levantin, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, connaître l'insularité, savoir l'accepter, vivre avec, la subir parfois, mais en tout cas pas en faire toute une montagne. Levantin, je pense que c'est quelqu'un qui apprécie toutes les saisons. Voilà, comme je t'avais dit une fois en rigolant, le vent, c'est pas que pour montrer ses fesses 2 mois par an. C'est quelqu'un qui apprécie regarder le temps évoluer au levant, qui prend part aussi au débat. Des fois, on se dit, parfois on se plaint beaucoup, mais on n'est pas très actionnaire, on fait pas beaucoup de choses. Jean-Pierre, par exemple, c'est quelqu'un qui initie beaucoup de choses, il nourrit un vrai intérêt, une curiosité saine pour l'histoire de l'île. Il agit pour à cœur, voilà, c'est ça. Il a à cœur de faire avancer et culturellement et sur son temps libre aussi, parce qu'il siège par exemple au conseil syndical. C'est sur son temps libre d'une vie que, comme tu le sais, qui est déjà très remplie. Je pense que Levantin, c'est aussi un peu s'investir pour la cause et avoir à cœur de faire avancer les choses. Après, bien sûr que c'est aimer l'esprit de l'île, être en symbiose avec tout ce dont on a parlé là durant notre discussion et tout, mais je pense que c'est aussi les gens qui ont à cœur de faire avancer, et des fois on n'est pas d'accord sur les manières de comment ça avance, mais en tout cas il y a une vraie énergie de vouloir faire avancer les choses, et voilà, un vrai Levantin, c'est aussi mon père qui est là depuis 40 ans et qui est, voilà, au bout de 3 jours sur la côte, il nous fait quand même bien comprendre qu'il est temps de rentrer. C'est voilà, un mec qui s'est passé été comme hiver, parfois pas d'épicerie, pas de tabac, tu montes dans le bateau et puis finalement le bateau il arrive pas à accoster au levant, donc tu retournes ailleurs attendre une nuit de plus. Voilà, Levantin, c'est aussi en accepter toutes les contraintes. Toutes les contraintes de l'île, bien sûr. Et pour terminer, Naomi, quand tu es loin de l'île et que tu penses au levant, quelle est la première image qui te vient à l'esprit ? Ouais, alors, mais du coup, c'est peut-être trop global, mais ouais, je dirais l'ambiance. Quand ça te manque, ce qui te manque, c'est pas forcément un lieu précisément ou quoi. Ce qui te manque, c'est une atmosphère. Voilà, un truc général de... Tu arrives là-bas le vendredi soir, t'as posé ta voiture, t'es tranquille, tu sais que le lendemain, tu vas te baigner. Le fait de retrouver sa maison aussi, chacun a tous un peu nos maisons au levant. Elle raconte un peu toute une histoire et tout, donc... Il y en a beaucoup qui à cette question répondent la vue que j'ai de ma maison. J'ai failli le dire, parce que c'est vrai que de retrouver ta maison, j'ai failli te dire au début le coucher de soleil, parce que bon, c'est trop bien de regarder le coucher de soleil, mais finalement, la réponse à la question la plus globale, on va dire, c'est l'atmosphère, enfin l'air ambiant. J'ai mis du temps à réfléchir, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui, quand tu y es pas, te manque ? Mais en fait, c'est pas vraiment un truc. C'est de voir les gens, les têtes connues, et l'odeur qu'il y a sur les corniches au printemps ou en hiver, l'odeur du feu de bois ou quoi. Et du coup, tout ça, que ce soit les gens, l'ambiance, les odeurs, le paysage, le fait d'aller voir la mer, le fait d'aller se balader dans le maquis et tout, c'est plutôt l'atmosphère qui te manque. De se sentir, le truc qu'on disait tout à l'heure, de se sentir chez nous, quoi. Ouais. Enfin, l'esprit de ton île, quoi. L'esprit vraiment. De l'endroit, exactement. Ouais. C'est ça qui définit le mieux le truc, c'est l'atmosphère, je pense. Ouais. Bon, merci beaucoup, Naomi. Trop bien. Merci à Naomi pour son énergie et sa spontanéité. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolle.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.